Je vais faire une petite vidéo qui va concerner ici donc la loi PV. Juste pas PV, c'est bon, c'est pas de la loi, mais c'est de se dire, je vais y revenir tout de suite. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, ce que je veux établir comme relation et ce que je veux faire exactement comme exécution, comme tâche. Mais avant toute chose, je peux vous dire une chose sur l'air. L'air, en fait, c'est un mélange de gaz composant donc l'atmosphère de la Terre, et que l'air, en fait, il est incolore, incolore, inodore, incolore et inodore. Donc incolore, ça veut dire invisible. Hein. Voilà. Et en plus de ça, on l'entend pas. Enfin, quand il y a du vent, on l'entend. Enfin bref, le gaz, il est incolore et inodore. Bon, mais heureusement qu'il est incolore et inodore, parce que s'il était avec une certaine odeur, ben, on serait frappé par les odeurs de l'air. On aurait une odeur constante d'air à notre nez. Non, mais la nature est bien faite. L'air ne vous dérange pas. L'air ne vous dérange pas. Alors, est-ce que, encore une fois, l'air est incolore, mais c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'en fait, ça ne vous dérange pas dans la vue. La vue, heureusement que ça ne vient pas gêner, que l'air ne gêne pas. Heureusement que l'air n'est pas d'une certaine couleur, sinon on ne verrait rien. Or, justement, l'air n'est pas est invisible parce que ça permet de voir au travers de l'air. On voit au travers de l'air. Donc, en fait, les premières personnes qui ne savaient pas qu'il y avait de l'air, bon, ils ne le voyaient pas. Donc, quelque chose qu'on ne voit pas, quand on ne voit pas un virus ou une bactérie, on ne sait pas que ça existe. Quand on ne voit pas quelque chose, on croit que ça n'existe. On pense même pas que ça existe parce qu'on n'y pense même pas. Il faut des découvertes. Quand on a découvert certaines choses, quand on dit ouais, ben, cette chose-là est invisible, on ne la voit pas. Et puis bon, les gens commencent à acquiescer l'invisible. Parce que tout ce qui est bactéries, virus, ce n'était pas connu auparavant. C'est devenu connu que quand on a inventé des appareils qui pouvaient aller voir donc le petit, c'est-à-dire les microscopes optiques et électroniques. Voilà. Et dans l'espace aussi, il y a des choses qui sont invisibles parce qu'ils sont tellement éloignés. Elles sont grandes mais éloignées, mais tellement éloignées qu'on ne les voit pas. Donc, bon, je veux dire, et c'est le but des télescopes voilà, et des agences spatiales d'explorer l'espace. Donc on explore aussi bien l'infiniment grand, enfin le grand, je m'excuse, pas l'infiniment grand, le grand, on explore le grand autant le grand que le petit. Mais quand quelque chose est inodore et incolore, donc invisible, bah, pour les premiers êtres humains qui ne savaient pas que ça existait, ben, ils ne savaient pas que ça existait fatalement, parce qu'on ne le voyait pas et on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et on ne le sent pas. Donc on a des capteurs qui sont les yeux sont des capteurs visuels, on a le nez qui sont des capteurs, voilà, capteurs, je veux dire, de l'odorat, et bien sûr il y a aussi le toucher, hein, parce qu'on a les 5 sens. Qu'est-ce qui permet de faire interagir, d'interagir avec l'environnement? Mais ce sont les 5 sens. On a l'ouïe. Oui, ça permet d'écouter, mais bon, l'air, quand il y a du vent, oui, on l'entend, mais c'est pas l'air qu'on entend, c'est bon, c'est les forces du vent. Voilà, c'est les forces du vent qu'on entend, c'est pas l'air. Voilà, c'est le vent, c'est les actions du vent qui permettent d'avoir une certaine, certains bruits. C'est le vent. Bien sûr, le vent brasse de l'air, mais c'est surtout les forces du vent. Voilà, c'est pas l'air en soi qu'on entend, mais plutôt c'est le vent. Le vent. C'est les mouvements du vent. Bon, maintenant, on a l'ouïe, l'odorat. L'odorat, qu'est-ce que l'ouïe, c'est les oreilles, hein. C'est les fous. Voilà, ce sont les oreilles. L'odorat, ben, c'est le nez qui permet de sentir. Le nez d'une personne, voilà, permet de sentir. Voilà. Le nez, le sens, c'est l'odorat. Donc, c'est un capteur qui permet de sentir les gaz extérieurs. Hein. On sent les gaz extérieurs. Et beaucoup d'animaux utilisent, je veux dire, leur sens de l'odorat pour, voilà, pour beaucoup de choses. Les animaux usent de leur ouïe, de leur odorat,
pour, je veux dire, pour interagir avec l'environnement extérieur. Bon, on a le toucher. Bon, on peut toucher avec ses mains, avec ses pieds, peu importe. Faire un contact ou subir un contact, c'est toujours un toucher. Donc un toucher, ouais, ça permet d'être voilà, d'interagir avec le milieu extérieur. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, ce sont les yeux. Voilà, les yeux, qui est aussi, bon, on peut pas voir, l'air on peut pas voir. L'air on peut pas le voir, on peut pas l'entendre, on entend les forces du vent, oui. On entend le vent en tout cas. Oui, on n'entend pas l'air. Si on était dans un environnement, je veux dire, où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas autre chose que... ici aucun bruit, ben on n'entend rien. On n'entend rien parce qu'en fait, l'air ne fait pas de bruit. En tout cas, l'air ne provoque pas des sensations que l'ouïe puisse entendre. Bien qu'il y a des mouvements, l'air, il y a des mouvements. Hein. Il y a des mouvements dans l'air. Mais l'oreille n'entend pas ces mouvements dans l'air. Voilà, donc l'air, on n'entend pas l'air parce que le bruit de l'air, les bruits des molécules, des vibrations des molécules, on ne les entend pas. Et le bruit de circulation des molécules d'air, on ne les entend pas. Voilà, lui, on l'entend. Ne permet pas de percevoir l'air. Heureusement, parce que sinon, on entendrait le bruit de l'air si l'air était bruyant. Par contre, on entend le vent. Le vent, on entend ça. Bon, vous sortez à l'extérieur, vous allez entendre le vent. L'odorat. L'odorat, l'air, on ne le sent pas. On ne sent pas l'air. Voilà. On ne sait pas sentir l'air. Maintenant, si vous mettez un produit qui va sentir dans l'air, fatalement, c'est le produit qui va sentir dans l'air, c'est pas l'air. Hein. Donc l'odorat, comme l'air n'est pas un gaz dangereux, ben, on n'a pas besoin de lui associer à cet air quelque chose qui permettrait de le détecter. Ben, par exemple, le gaz butane, propane, on met quelque chose dedans pour pouvoir le détecter, fatalement, parce que si un gaz c'est inodore, ben, on va mettre quelque chose pour pouvoir le détecter via une odeur. Voilà. Alors là, c'est autre chose. On rajoute un produit de détection. Maintenant, l'odorat, le toucher. Ben, on ne peut pas toucher l'air. Hein. Donc, oui, on n'entend pas l'air. L'odorat, on ne sent pas l'air. Le toucher, on ne sait pas toucher l'air. La vue, on ne sait pas voir l'air. Hein, qui est un capteur aussi. Qui est un capteur qui, voilà... c'est le capteur de... Voilà. Ça fait le premier sens, deuxième sens, troisième sens, quatrième sens, le cinquième sens qui est le goûter. On ne sait pas goûter. Voilà. Donc on ne sait pas interagir avec l'air. La seule interaction qu'on peut avoir, c'est l'échange que l'on peut avoir d'air pour récupérer l'oxygène et renvoyer. On a un échange chimique. C'est un échange chimique. On prend de l'air et on refoule du CO2. Donc c'est un échange chimique. Avec bien sûr en interne, bien sûr en interne, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Hein. Parce qu'il y a la saturation d'oxygène, il y a la pression d'oxygène, bien sûr après ça devient physique. D'abord, on accepte le gaz. Une fois que le gaz est rentré, là, il y a tous les paramètres. Bon, tout d'abord, il y a toutes des filtrations de cet air par le système, je veux dire, respiratoire. Et bien sûr, après, on a toutes des grandeurs physiques qui interviennent. Hein. Dire, des tensions superficielles, des pressions de saturation d'oxygène. Quelqu'un qui ne sait pas beaucoup respirer, c'est parce qu'en fait, voilà, il a pas suffisamment d'oxygène, donc voilà, il désature, hein, il désature en oxygène, donc fatalement, il ne sait pas bien respirer, il ne sait pas respirer correctement, donc à ce moment, on lui demande de respirer au travers d'appareillages spécifiques artificiels, tels que bonbonnes d'air, de bonbonnes d'oxygène, de l'oxygène pur par exemple, ou via des appareillages artificiels électriques qui produisent de l'oxygène. Voilà, et
Alors maintenant, il y a la vue et le goûter. Le goûter, on ne sait pas goûter de l'air. Voilà. Donc vous voyez que l'air, c'est quelque chose, c'est un sens. En fait, l'air, c'est quoi? C'est de la matière, oui, mais qui est on va dire, insensuel. L'air est insensuel. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas avoir d'interaction avec l'air. On n'interagit pas avec lui, si ce n'est que pour prendre de l'oxygène, pour prendre l'air, et pour en extraire l'oxygène dans les poumons et le donner à toutes les cellules du corps. Mais l'air est insensuel. Bon, vous voyez que ce soit l'ouïe, l'odorat, ou toucher, la vue, ou goûter, bon, on a des autres sens, il n'y a pas que 5 sens. Bon. Il y a des autres sens, mais bon, on ne peut pas en parler au niveau scientifique, c'est des sens qui n'interviennent pas parce que il y a les croyances aussi de ces sens-là. On peut avoir de différents sens. Bon, le cerveau, il a des facultés, il a des sens inouïs. Hein. Le cerveau, bien sûr, il n'y a pas que ces sens-là. Bien sûr, le cerveau a des capacités sensuelles. Hein. Voilà, au niveau des sens, on a le sensuel du cerveau. Le cerveau manie beaucoup de sens. Le cerveau manie beaucoup de sens. Et là, bon, il y a des études qui se font. Bon, certains y croient ou n'y croient pas. Mais là, je l'extrais ici parce que ici, certains pourraient dire on raconte des bêtises. Mais bon, je peux vous dire qu'au niveau des sens, on peut, par exemple, entrevoir des choses dans l'avenir au travers des sens. On peut dialoguer avec des personnes, on va dire, alors que les personnes ne sont pas présentes au travers des sens. Tout est possible. Tout est possible. Bon, voilà. Là, ça demande. Voilà, être devin, c'est un petit peu faire don de ses facultés sensuelles. Voilà, donc au niveau des facultés sensuelles mentales, bon, fatalement, on sait aller rechercher des choses que bon, tout le monde ne sait pas exploiter. Bon, seules les personnes qui savent exploiter peuvent dire que ça existe. Les autres qui ne savent pas exploiter ce sens-là, mais diront qu'il n'y a que 5 sens et que le sixième sont des carabistouilles, comme certains disent. Carabistouilles. Bon, mais moi j'y crois, ce sixième sens, j'y crois. Bon, par exemple, une personne qui décède, voilà, avoir des contacts avec une personne qui décède, qui vient de décéder, qui dit un dernier au revoir, au travers voilà, de rêves subliminaux, ben, voilà, tout est possible. Hein. Là, on tombe dans le sensuel. Et le sensuel, ben, je vous dis, c'est que certaines personnes qui savent l'exploiter, pas tout le monde. Bon, c'est pour ça que je l'enlève, parce que bon, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ce que je raconte, et diront que ce sont des carabistouilles ou des bobards. Mais enfin, voilà, je ne garde que les 5 sens-là, mais les 5 sens-là ne peuvent pas, ne permettent pas de communiquer avec l'air, au travers de ces 5 sens-là. Par contre, la seule communication, c'est l'acceptation de ce gaz à l'intérieur de ce corps, et bien sûr, la mécanique du corps qui va faire intervenir toutes les variables de pression, de saturation, voilà, de force superficielle, etc., etc., pour faire communiquer l'oxygène qui est dans le poumon vers le sang. Ouais, parce qu'il y a des tensions superficielles, etc., etc. Donc il y a tous des phénomènes physiques qui interviennent. Et bien sûr, comme c'est l'oxygène, mais c'est physico-chimique, puisque l'oxygène est un composé chimique. Donc ce sont on va dire des paramètres physico-chimiques qui interviennent au niveau de la respiration. C'est ça que je veux dire. Voilà, ceci étant dit, donc c'était juste pour faire une petite remarque concernant le gaz ou l'air. Bon, est incolore et inodore, fatalement invisible, et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Parce que justement, les croyances d'antan, justement, je vous parlais du sixième sens, ben, on ne le voit pas, donc les gens ne croient pas, mais les croyances d'antan, ben, quand ils ne voyaient pas, ben, pour eux ça n'existait pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent et que les premiers êtres humains ne pensaient pas que ça existait parce qu'ils ne pensaient même pas à une existence, parce qu'en fait, ils ne savaient pas que ça existait. Et puis, quand il y a eu des choses qui ont permis de voir qu'il y avait, malgré l'invisible, l'existence de certaines choses, bien, là, en ce moment, on a commencé à croire que dans l'invisible, il y avait de l'existant. Voilà, l'invisible ne signifie pas le néant. L'invisible signifie tout simplement qu'on ne voit pas.
Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on voit rien. Et les gaz, bon, généralement, les gaz sont invisibles. Ils sont invisibles. Maintenant, si vous mettez de l'air avec des composantes d'eau, des vapeurs d'eau, fatalement, vous allez le voir, hein, vous allez voir les vapeurs d'eau sur les carreaux, vous allez dire d'où viennent ces vapeurs d'eau. Voilà, là, à ce moment, vous comprendrez que c'est de l'air humide. Hein. Vous avez de l'air humide, donc fatalement, l'humidité vient s'apposer sur des vitres, par exemple. Et là, vous allez voir que, bon, là, c'est parce que c'est de l'eau qui est dans le gaz. Hein. C'est de l'eau qui est dans le gaz. L'eau, c'est liquide. Voilà, l'eau, c'est liquide. Voilà. Quand elle tombe buée, elle devient liquide. Voilà, c'est liquide, donc on voit que comme c'est liquide, ben, comme elle était incorporée dans le gaz, ben, on avait un gaz, on va dire, qui était gazeux avec une partie liquide, des vapeurs liquides. Voilà, des vapeurs liquides. Bon, ceci étant dit, PV égale constante. Bon, l'objet de la vidéo ici, c'est pas l'air, c'est juste une petite remarque que je viens de vous faire. Sachez juste que, bon, l'air c'est 78% ou 80%, dit-on, pour essayer d'avoir un chiffre rond, 80% pour ne pas dire 78,2%, 80% d'azote et 21% on va dire d'oxygène. Voilà, on va dire 20% d'oxygène, on va dire ça comme ça. Bien sûr, il y a tous des résidus dans l'air, il y a pas que... Si vous êtes dans une zone de haute pollution, fatalement, vous allez trouver de la pollution. Hein, tout dépend du lieu, le lieu où vous êtes. Si vous êtes voilà, dans un lieu qu'on met du feu, qu'on fait du feu, ben vous allez avoir des particules dans l'air avec des composants dus aux résidus qui se trouvent dans la fumée. Aux résidus qui se trouvent dans la fumée, voilà, on va retrouver ça. Maintenant, si vous êtes près d'une usine, vous allez retrouver des fumées. Voilà, si vous êtes, je ne sais pas moi, à un endroit où il y a une fuite de gaz, ben, l'air est mélangé à du gaz, dû à la fuite de gaz. Si vous êtes, je ne sais pas moi, enfin, le lieu, l'air n'est pas forcément, il peut avoir des saturations d'autres éléments. Parce que, par exemple, la pollution, si vous êtes dans une zone de forte pollution, ben, l'air est combiné à la pollution. L'air peut être combiné à autre chose que de l'air. Hein. On n'a pas forcément de l'air pur. Bon, maintenant, est-ce que l'air, c'est payant? Certains disent que l'air, bon, n'est pas encore payant. On ne paye pas encore de taxes sur l'air. Quoique que quand quelqu'un qui doit respirer, il achète une bonbonne, mais pour respirer, il doit payer cet air-là. L'oxygène se paye. Donc il y a des sociétés qui fabriquent de l'oxygène et qui distribuent, je veux dire, aux malades qui ont des maladies, je veux dire, du système respiratoire ou de l'organe pulmonaire. Attention qu'il faut différencier organe et système. Hein. Un système, c'est diffus. On ne sait pas jusqu'à où il va, c'est diffus. Par contre, un organe, on sait ce que c'est. Soit une personne peut être malade du poumon, ou soit une personne peut être malade du système pulmonaire en général. Voilà, donc il faut distinguer l'organe du système en lui-même. Voilà. Alors, ceci étant dit, PV égale constante. PV égale constante. Alors, cette loi, ça veut dire quoi? Ben, il y a des variables d'état en thermodynamique qui sont pression, volume, température. Voilà, pression, volume, température, qui sont les variables les plus connues d'état de la thermodynamique, pression, volume, température. Bon, ben ici c'est température dans une échelle absolue, hein, PVT. Alors, il y a différentes lois des gaz, hein, en fonction que la température est constante, que la pression est constante, que le volume est constant, peu importe. Il y a différentes lois des gaz. Ici, on en a une des lois où, quand la température est constante, ben, on a cette loi-là. La pression fois le volume est constant. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que quand on a, si j'ai 5 qui est constant, 2 fois 2,5 donne 5. 1 fois 5 donne 5. J'ai pris un mauvais chiffre parce que 5 ça va pas m'arranger. Je prends 8. Si la constante fait 8, 8, ben, on peut avoir une fois 2, enfin une fois 8, on peut avoir 2 fois 4, on peut avoir 4 fois 2, on peut avoir 8 fois 1. Enfin, supposons que ça c'est la pression et le volume. Là, la variable volume, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Pendant que l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente.
Mais là, on a une loi, ce qu'on appelle inversement proportionnelle. Là, vous voyez que la pression va diminuer de 1, enfin, elle va augmenter de 1 à 8, elle augmente. Pendant ce temps-là, le volume, qu'est-ce qu'il fait? Pour maintenir constant ceci, ben, la pression, le volume va diminuer. On joue dans une loi, je veux dire, inversement proportionnelle. Inversement, c'est une loi inversement proportionnelle. C'est-à-dire que si je veux la pression, ben, c'est une constante K. La constante, je vais l'appeler K. La constante, je vais l'appeler K. K sur V. Voilà, et donc ça rime à une fonction qui est Y qui est égale à K sur X. C'est ce que ça veut dire. Ou tout simplement, je peux chercher le volume. C'est aussi K sur P. Voilà. Donc c'est aussi Y égale K sur X. Et ça, c'est quoi comme fonction? Mais si vous étudiez cette fonction-là en mathématiques, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ceci. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. Et si vous êtes dans un système orthonormé, vous avez ce qu'on appelle une hyperbole équilatère. Sinon, si vous n'êtes pas dans un système orthonormé, vous avez une hyperbole équisept. Parce que si vous n'êtes pas dans un système orthonormé, l'hyperbole elle est bizarre. Voilà. Mais c'est pas le cas ici, on est dans un système orthonormé, donc on a une hyperbole équilatère, sans aucun problème. Bon, mais on a une figure qui est comment? Ben, elle est symétrique par rapport à l'origine, donc c'est une fonction qui est impaire. Elle est impaire, donc on a une symétrie par rapport à l'origine, une symétrie centrale. Bon, ici, est-ce qu'on peut avoir ce cas de figure-là en sciences, avec PV? Ben non. Pourquoi? Parce que déjà, la pression, elle est définie comme étant positive, la pression, et le volume, la variation de volume, elle est définie comme étant positive. La pression minimale, bon, on ne sait pas l'atteindre, c'est zéro. Zéro, c'est le vide. C'est quand les molécules ne bougent plus. Voilà, on a toujours un mouvement, on a toujours une petite pression, donc le vide, bon, on ne sait pas l'atteindre. On essaie de faire du vide avec le vide artificiel, on pousse le bouchon au loin, mais on n'arrive jamais à avoir une pression nulle. Voilà, donc ce qui veut dire que la pression nulle, la pression négative n'existe pas ici. Alors ça, c'est déjà une chose. Et de deux, bon, donc on se retrouve avec combien de cadrans pour l'instant? Comme j'ai plus il me reste plus que 2 cadrans. Parce que je ne sais pas avoir de négatif. Donc cette courbe-là n'apparaîtra plus. Parce que là, on a une symétrie par rapport à l'origine qui est là-bas. Mais là, la pression négative n'existe pas. Donc cette courbe-là n'existera plus. Donc si elle n'existe plus, on ne peut même pas parler de cette partie-là. Parce qu'on n'aura qu'une branche qui est comme ceci. Donc la loi PV c'est une loi qui est une parabole, mais située sur un cadran, et non pas 4 cadrans. Donc quand vous dessinez PV, d'office, mettez bien celui-ci à gauche, parce qu'il n'a qu'un seul cadran. Quand il y a 4 cadrans, je comprends qu'il faut centrer, mais un seul cadran, il faut le mettre, mettez le plus à gauche pour avoir le maximum d'espace en X, en volume et en pression. Si vous utilisez le volume ici, la pression ici. Voilà, donc ici, PV, ça va être ceci. Donc on aura la pression ici, et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. C'est-à-dire que si la pression, j'ai une pression P1 ici, ben, le volume est ici, V1. Si j'ai une pression P2 ici, le volume, j'ai augmenté la pression de P1 à P2, donc j'ai un delta P ici, voilà, delta P qui est P2 moins P1. P2 moins P1, c'est delta P. Mais qu'a fait le volume? Mais ici, on avait le volume V1, là, on se retrouve avec un volume V2. Je vous ai dit que quand vous augmentez la pression, le volume va, le delta. Là, on a delta V1. Ici, j'ai augmenté je suis passé de P1, situation initiale P1, situation finale P2. Qu'est-ce que ça a engendré? Un delta P. Ça a engendré un delta P qui est égal à P2 moins P1, bien sûr, qui est positif. Bon, maintenant, qu'a fait en même temps le volume? Ben, le volume est passé de V1 à V2. On a eu un delta P, delta V qui est égal à V1 moins V2. V1 moins V2. Et lui, il est négatif. Donc pendant qu'on augmente de P1 à P2, ben, V1 va passer à V2, il va diminuer. Et inversement, c'est normal, c'est une loi inversement proportionnelle. Si je diminue, je passe de P2 à P1, eh bien, le volume va passer de V2 à V1, il va augmenter. Donc quand je diminue la pression, le volume l'augmente. Donc on peut voir ça sous forme d'un piston. Voilà. Quand la pression
on peut le voir à l'envers hein, avec le volume. Hein. Si je diminue le volume, la pression augmente. Si on diminue le volume, delta V diminue c'est ceci, ben la pression delta P augmente. Maintenant, inversement, je pense que j'aurais pu mettre le V ici et le P ici, c'est pas un problème. Hein. Je veux voir avec un piston comme ça, je pense plutôt, je veux dire, à l'inverse. Je fais des variations de volume et c'est la pression qui va, la pression va être dépendante du volume, de la variation de volume. Voilà, la pression va être dépendante de la variation de volume. Donc, j'aurais dû mettre V ici et P pour le système ici qui est le piston. Mais bon, j'ai pris, on peut entrevoir un autre système où P est là et le V est là. Voilà, mais ici, quand vous prenez un piston, c'est vrai que le V est là et P est là, mais ça ne changera rien parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement ce qu'on appelle on a une fonction qui est bijective ici. Bon, elle est bijective, donc je peux inverser, vous allez avoir la réciproque tout simplement. Voilà, vous allez avoir non, ouais, j'ai rien dit, avec la bijectivité, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Enfin, j'ai rien dit avec la bijectivité. Ce que je voulais dire, c'est que bon, on peut, si V est dépendant, si V, ici P, j'ai pris le P comme étant la variable dépendante de V, et V la variable indépendante. Mais je peux faire V qui est la variable dépendante, elle va dépendre de la pression. Pourquoi pas, dans ce cas-ci, V est dépendant de la pression. Ici, c'est je fais varier le volume et c'est la pression qui varie. Donc ici, V est une variable je fais varier V, delta V. Voilà, ici je fais varier delta V, c'est la pression qui varie. Donc ici je suis dans le bon. Je suis dans le bon ici. Je fais varier la pression, et c'est le delta P qui varie. Mais ici, bon, le premier exemple, j'avais fait varier delta P, et c'est le delta V je mesurais le delta V. J'avais fait le contraire, j'avais pris VP, un diagramme VP, alors qu'ici c'est un diagramme PV. Et le diagramme PV, c'est ça, c'est avec le piston. Hein. Je fais varier le volume, et c'est la pression qui augmente. Voilà, donc le vrai diagramme PV ici, c'est avec le piston. Un autre système donnerait un diagramme VP. VP. Mais ici, je suis avec un diagramme PV. Diagramme PV. Bon, voilà. Alors maintenant, c'est pas ça moi. Le but de ma vidéo, c'est pas d'expliquer le PV égale constante. C'est pour vous dire quelque chose. Oui, c'est une loi, ce qu'on appelle parabolique. Hyperbolique, je m'excuse. Hyperbolique. C'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Oui. Est-ce que les gens en sont sûrs que c'est une hyperbole? Eh bien, pas tout à fait, parce que on peut transformer ça en une droite. Il n'y a pas de problème. Je peux avoir l'équation, la transformation en l'équation d'une droite. Bah oui, je peux mettre une droite. Comment? Mais en changeant, je veux dire, en changeant, voilà, en changeant l'espace, je vais changer vers un espace logarithmique. Je passerai vers un espace logarithmique. Ben, faisons le nécessaire pour passer à un espace logarithmique, pour ne plus avoir une PV égale constante, et pour avoir une droite. Bon, à ce moment-là, je vais écrire que PV égale constante. Je vais mettre K. La constante, c'est K. Je vais écrire P est égal à K sur V. Ouais. Donc ici, j'ai pris que P était la variable indépendante et V la variable dépendante. C'est le fameux piston que je vous ai expliqué, et que c'est le V qui est ici, le P là. Bon, il y a deux autres systèmes que je vous dis, comme je vous dis, on peut avoir le V ici, et là, le P ici. Donc c'est le P qui est variable dépendante, et le V serait variable indépendante. Voilà, comme j'ai fait au tout premier cas, j'ai fait varier ici, et ça a varié là-bas. Donc là, à ce moment-là, quand je fais varier ici, que ça varie là-bas, ben c'est que celui est dépendant de celui-là. Ça veut dire que tout à l'heure,
le V était variable dépendante de P. Quand je fais varier ici, ben, on a une conséquence que V varie. Voilà. Donc P, quand je fais varier ici d'abord et que ça varie ici, mais ça veut dire que P est variable dépendante et V variable indépendante. Mais maintenant, si je fais varier ici d'abord et que ça varie là-bas, là j'ai une variable, ma variable indépendante est là et la variable dépendante est là. Et c'est le cas du piston. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Bon, mais là n'est pas la question. On a trouvé que la relation c'est une hyperbole et P est égal à K sur V. Bon, maintenant comment linéariser ceci et d'écrire, le but c'est d'écrire Y égale AX. AX. Alors comment écrire ça? Ou A bien sûr c'est la constante K. Hein. Bon, c'est la constante K. Alors comment écrire KX? Bon, on va faire ça ici. Ouais, ça, ma vidéo précédente qui était que je n'ai pas effacée, la poêle à grill pan. Hein, faisons ceci. Donc je suis à un niveau, pour l'instant je suis à un niveau inverse. J'ai un inverse, puisque y est égal à k sur x, c'est une fonction inverse. Ils sont inversement proportionnels. P et y et x sont inversement proportionnels. Et il en est vrai pour k sur v, où P et V soit directement inversement proportionnels. Ils sont inversement proportionnels. Quand il y en a un qui grandit, quand une variable s'accroît, mais l'autre elle décroît. Quand celle-ci elle décroît, ben celle-ci s'accroît. Bon, donc elles sont bien réellement inversement proportionnelles. Ben, pour une droite, c'est directement proportionnel à x. Quand x augmente, y augmente. Quand x diminue, y diminue. Voilà. Donc, on va rendre les choses pour qu'elles ne soient plus inversement proportionnelles, mais pour qu'elles soient, je veux dire, proportionnelles. Pourquoi pas? Alors, comment faire la chose? Ben, c'est une question d'écriture. Ici, on sait bien que P est égal à K sur V. On va se ramener Y égale à X. Bon, comment? Eh bien, je vais aller chercher le logarithme. Le logarithme de P est égal à logarithme de K sur V. Je prends le logarithme dans la base logarithmique, je change de base. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement de base. Je fais une transformation qui est un changement de base. Et je vais passer ici dans une autre base qui est la base logarithmique. Je ne suis plus dans la même base. Voilà, je fais une transformation qui est un changement de base en logarithme. Et bien à ce moment-là, ben, on applique la formule de logarithme. Log de P est égal à log de K moins log de V. Voilà. Alors, log de K, ben, log de K étant une constante, le logarithme d'une constante, ça reste une constante. Donc, log de P sera égal à K moins log de V. Alors, maintenant, vous apercevez ici la droite, hein, vous l'apercevez, parce que log de P, ben, c'est Y, mon Y de P, moins log de V, plus K. Voilà, le K, ça reste une constante. Moins log de V, hein, c'est log de P, c'est YP, log de V, c'est YV, XV. C'est mon X, V. Et ici, on voit bien qu'on a bien moins 1 fois Y égale AX, et A vaut est négatif, moins X plus K. On a l'équation de droite Y égale moins MX plus P. Moins MX plus P, ou moins 1X. Ici, le M vaut moins 1, si vous voulez. Le M vaut moins 1. Moins 1X plus K. Voilà. Ce qui veut dire que si je trace, ben, comment va être l'allure de la fonction inverse par rapport à la transformée qui est un logarithme, ben, ici, je vais avoir, je considère que P est la fonction, P est la variable, je veux dire, indépendante, alors que V est la variable indépendante. J'aurais pu faire le contraire, mettre V là et P là. Hein. Maintenant, vous commencez à savoir ce que je raconte. Voilà, ici j'ai PV, P est égal à K sur V. Bien sûr, avec la T, la température est constante. Hein. Ça, c'est fait dans, je veux dire,
Température constante, c'est quoi? C'est une transformation, ce qu'on appelle une transformation isotherme. C'est une transformation isotherme à température constante. Voilà. Bon, maintenant, ceci, on va l'écrire y est égal à moins x plus k. Bon, le k, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et on a ici... là, le k est là. Alors, le coefficient angulaire, il vaut moins 1. Donc, pour unité, je descends de 1. Et là j'ai ma droite, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai la loi en logarithme, hein, parce que c'est attention que je vais mettre... Ici, j'ai x qui est log de v. Là, j'ai log de p. Là, j'ai bien mon y de p. Là, j'ai bien mon x de v. Voilà. Alors, bon, ce k, qu'est-ce qu'il vaut? Mais c'est log de k ici. Mon k, rappelez-vous, mon k ici, c'est mon logarithme de k. Log de k vaut k. Log de k vaut k. Voilà. Alors maintenant, regardez bien, ici, bien sûr, 1 sur V, ben, quand est-ce que je vais avoir le volume nul? Jamais de la vie. Jamais de la vie, hein, bon. Parce que pourquoi? Parce que déjà de 1, la pression nulle, c'est le néant, c'est le vide, c'est... Voilà, on n'a plus de... On a l'absence complète de molécules qui bougent. Ça c'est de 1. En plus de ça, qu'est-ce que c'est comme particule? Je n'en sais pas plus, mais voilà, c'est le vide. C'est le vide, c'est ce qu'on appelle le vide, mais bon, le vide, personne ne sait ce que c'est. C'est comme penser à la mort, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais pas plus. Mais le vide, penser au vide, j'en sais pas plus non plus. Bon, c'est savoir ce que c'est que la mort, ben, tant mieux, celui qui sait c'est quoi que la mort, mais voilà, mais c'est impensable. La mort, c'est impensable. Voilà, c'est impensable. Voilà. On peut penser à tout ce qu'on veut, mais à la mort, on ne sait pas penser. Voilà. Donc ici, le vide, on ne sait pas penser au vide. Et donc ça se comprend. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction, ici, on a ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc comme ici, on a une asymptote verticale. On a une AV, voilà, qui est ici V égale 0. Voilà. Et on a une AH qui est P égale 0. Mais ce P égale 0 ne sera jamais accessible. Hein. Là, on essaiera de l'aboutir au maximum tant qu'on peut, mais on n'arrivera jamais à l'aboutir. Jamais. On a une limite. Que bon, à un moment donné, on ne sait plus y aboutir. Voilà. Et ici, c'est pareil. On peut accéder, je veux dire, on essaiera de s'approcher, je veux dire, d'un volume nul. Volume nul, les pressions. Volume nul, les pressions nulles, bon, voilà, on ne saura pas l'avoir. Pourquoi on ne sait pas avoir ce volume nul? Pourquoi on ne sait pas avoir ce volume nul? C'est parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose dedans. Hein. Après, là, il n'y a pas de pression nulle, donc on ne sait pas... voilà, ce volume nul, il faudrait une pression infinie. Je raconte pas de bêtises. Ici, pour avoir un volume nul, on peut s'en approcher, mais la pression devient de plus en plus grande. Voilà, on a une pression infinie, si c'est proche de 0. Donc n'oublie pas que c'est une compression, hein, ça. Si le volume diminue, c'est comprimé. Je diminue le volume, je comprime, la pression augmente. Mais à un moment donné, plus je me rapproche de 0, plus la pression va tendre vers l'infini. Bon, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas avoir un volume proche de 0. Enfin, un volume nul, on ne sait pas avoir. Parce qu'il faudrait une pression infinie, une pression, il faudrait, pour avoir un V est égal à K sur P, il faudrait une pression infinie pour avoir un volume nul. Voilà, ben ça c'est pas possible. Parce qu'un volume nul, on ne sait pas produire une pression infinie.
c'est pas produire une pression infinie avec, avec une compression, c'est impossible. Voilà. Maintenant, inversement. Inversement, le piston, si je décomprime, donc j'augmente le volume, la pression va augmenter, la pression va diminuer, voilà, je décomprime au maximum, donc je crée un espèce de vide, hein, je décomprime, hein, ça c'est la compression, je comprime, c'est comme ceci, ça c'est la comprimer, c'est pousser avec une force F donnée pour pousser le maximum pour avoir une diminution de volume, je comprime, j'applique des forces là-bas, voilà, le volume diminue, et là c'est ce qu'on appelle la compression, on comprime parce que la pression augmente. Maintenant, si je cesse l'action de F et que l'action se fait dans le sens inverse, mais c'est ce qu'on appelle décomprimer. Décomprimer, ben, la pression va diminuer parce que je décomprime. Le volume réaugmente, mais on ne saura pas avoir créer un vide. Donc, il sera pas, voilà, je décomprime, la pression va augmenter, mais enfin la pression va diminuer, je m'excuse, la pression va diminuer parce que je décomprime. Voilà, plus le volume augmente, plus la pression diminue, mais j'aurai jamais la pression nulle. Parce que il faudrait un volume infiniment grand, et là on est au contraire, on aurait un volume infiniment grand pour avoir une pression égale à zéro, ce qui est impossible. D'avoir un volume infiniment grand, voilà, dans un système de décompression. Donc on a les limites, hein, on a des limites, bon, les limites sont cadrées. On peut pas avoir V égale, on peut pas créer une pression infinie, on peut pas créer un volume infini, on peut pas créer une pression nulle, on ne sait pas avoir un volume nul en comprimant. Donc vous voyez qu'il y a des limites, il y a des limites, hein. On a des limites, maximum on arrive à une certaine limite, ici une limite en volume, on arrive en pression, je m'excuse, une limite en pression, voilà, on a des limites en pression, hein. On est dans des gammes de pression, tout comme on a des gammes de volume, hein. Voilà, on a des gammes de volume. Bon, bah ici, cette courbe-là, maintenant, c'est la lecture de ceci. Alors, la courbe descend comme ceci. Elle descend comme ceci. C'est une droite cette fois-ci, parce qu'on est en logarithme. On est en logarithme. Voilà. Mais, est-ce qu'on sait trouver K? Ah oui, connaissant la constante ici, la constante elle est connue. Si vous faites log de K, vous avez une valeur K donnée. K donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle ordonnée à l'origine. Maintenant, le coefficient angulaire vaudra toujours moins 1. Voilà. Dans la lecture de cette courbe-là, on sait tirer déjà le K. La valeur K, on sait la tirer. Il suffit pour avoir log de K, mais pour avoir le K, pour passer du grand, si on vous donne le grand K là, pour avoir le K là, vous comprenez, vous faites 10 exposants K. 10 exposants K et vous avez le K, le petit K. Pour avoir le petit K, on sait l'avoir. Voilà. Et connaissant bien sûr le YP, le log de P, mais je sais avoir le P. Voilà, il suffit de prendre 10 exposants en log de P, hein, et je sais avoir le P. Donc on sait avoir le P, et pour avoir le P, le V, en connaissant le log de V, je peux avoir le V en faisant 10 exposants en log de V, j'ai le V. Je sais avoir le P, je sais avoir le V à partir d'une courbe comme ceci. Ça, je sais l'avoir où, mais en tout point de la droite. Hein. En tout point de la droite, vous savez avoir le P, le V, on peut avoir le P, le V en tout point de la droite ici. Donc, bien sûr, un point donné sera un point de la courbe, hein, bien sûr, ça vous aurez compris ça. Voilà. Alors maintenant,
conseiller, si vous voulez, quelque part, linéariser la courbe hyperbolique et la rendre linéaire. Ici, elle est hyperbolique. Et là, je la rends linéaire. Mais tout est possible, on peut travailler en linéaire par rapport à l'hyperbolique, mais en changement de base, on se retrouve avec des logarithmes. Voilà, je vous remercie.